Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Allier le luxe et le développement durable, le diamant et la traçabilité, ou encore l'esthétisme et l'éthique. Ça paraît compliqué comme ça, et pourtant c'est la mission de mon invité. Je sais bien qu'on ne peut pas s'acheter un bijou tous les 4 matins, mais j'ai tenu à lui donner la parole, car elle bouge les lignes du réel. Un réel qui est écologique, social, environnemental et économique. Et bien souvent, il se cache derrière une jolie vitrine illuminée d'or et de diamants. Lorsque j'ai rencontré Dorothée, ce qui m'a le plus marqué chez elle, c'est son authenticité, son humanité et sa force de conviction. Elle m'a épatée, non seulement en tant qu'entrepreneuse, mais en tant que femme. Elle est forte, sincère et engagée. Elle aime ce qu'elle fait et ça se ressent profondément. Et je suis convaincue que c'est pour ça qu'elle a bousculé les codes du luxe. Elle est parvenue à s'imposer en quelques années à peine dans le très sélectif secteur de la joaillerie française. Alors maintenant, j'ai assez parlé. Et je laisse place à mon invité Dorothée Contour-Morel, PDG de la maison J'aime, la première marque de joaillerie éthique made in France. Alors Dorothée, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour Estelle, moi aussi je suis ravie d'être là. Donc je suis Dorothée Contour, fondatrice de la maison de joaillerie éthique J'aime, Jewelry Ethically Minded, qui est une jeune maison de joaillerie française qui s'est engagée dès sa création pour une joaillerie plus engagée, plus transparente, plus responsable. Donc justement, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus en détail ce que c'est que le concept de J'aime et pourquoi surtout tu as eu envie de te diriger dans ce secteur en tant qu'entrepreneuse sociale ? Le concept de J'aime, c'est de pouvoir transformer un certain nombre de pratiques dans la filière joaillère, tout simplement parce que on observe encore aujourd'hui, en 2018, dans des enjeux socio-environnementaux sur l'ensemble de la filière qui sont malheureusement encore assez graves. Je pourrais vous en parler un peu. Et l'idée, c'était de se dire, la joaillerie, c'est quoi ? C'est le bijou précieux, c'est quoi ? C'est un objet, c'est un personnel qui est précieux, comme son nom l'indique, qui est souvent à très forte portée symbolique, qui met en avant de la création, de la qualité, une histoire émotionnelle. Et qui portent des matières premières précieuses qui, elles, malheureusement encore aujourd'hui, donc portent une histoire qui est un petit peu moins jolie. Et avec J'aime, ce qu'on a voulu faire, c'est de rendre le bijou encore plus beau, de pousser cette beauté et cette recherche d'excellence jusqu'au bout, en y intégrant des matières premières qui sont totalement tracées déjà et engagées et responsables. Et en fait, le défi, ça a été de trouver ces matières, notamment, on va parler d'or, on va parler d'argent, on va parler de pierres précieuses. Ça a été de les trouver et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des initiatives qui étaient encore petites au moment de la création de J'aime, qui étaient encore très petites, mais qui étaient extrêmement inspirantes, positives, encourageantes et qui transformaient vraiment les choses en bout de chaîne. Et alors, le lien par rapport à la question, qu'est-ce qui m'a amené là-dedans en tant qu'entrepreneur social, c'est justement une fois que je m'étais un peu posé la question de mais pourquoi on n'a pas des matières plus responsables dans l'utilisation des bijoux. Une fois que j'ai découvert que Fairmind existait et qu'il y avait des petites communautés minières à leur échelle, toutes petites, mais qui travaillaient à des solutions très concrètes pour transformer leurs pratiques, j'ai trouvé que l'histoire était fabuleuse et qu'en fait, il n'y avait plus qu'un fil à tirer. Il fallait donner de l'ampleur à ces initiatives-là, leur donner de la visibilité et les aider à se développer. Et comment tu as découvert en fait donc c'est un label en fait, c'est Fairmind. Oui, en fait, il faut que j'explique peut-être un tout petit peu d'abord. Donc qu'est-ce que le concept de J'aime et qu'est-ce que cette matière première responsable ? On va commencer par parler de l'or. C'est vraiment l'histoire de la maison J'aime est liée vraiment à la découverte de l'or éthique. Ce qu'on appelle l'or éthique, nous c'est un or qui est certifié donc du label Fairmind. Fairmind voulant dire faire comme juste et mind comme millier. Et ce label qui est avant d'être un label est d'abord un programme pour action et ambition de transformer les pratiques dans la mine artisanale d'or. C'est important de se dire qu'on travaille ici avec des mines de petite taille, à petite échelle, qui permet une beaucoup plus grande maîtrise de son impact social et environnemental, et donc de transformer leurs pratiques pour leur permettre de travailler
dans le respect d'une part des droits de l'homme, des droits du travail international, de conditions de sécurité, tout simplement dans des conditions de travail décentes et dignes, mais également qui leur permet de maîtriser l'impact environnemental et d'être engagés pour un développement humain et un développement équitable des communautés minières. Du coup, ce label, enfin en tout cas ce programme Fairmined, qui est un programme qui est assez jeune, qui a une dizaine d'années, donc c'est vraiment un or qui est nouveau dans le secteur de la joaillerie, qui à l'échelle de l'industrie c'est très récent et qui ne touche encore qu'une dizaine de mines dans le monde, donc qui est encore... excuse-moi, j'ai raté j'ai manqué la question. Non, donc, pas du tout. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que je voulais juste en fait des chiffres un peu, tu vois, pour qu'on se rende compte de combien de mines sont concernées. J'ai souvenir que c'était une douzaine, effectivement. Est-ce que on a des manières de voir que certains impacts négatifs, on va dire, en opposition aux impacts positifs, est-ce qu'il y a des preuves, tu vois, de ce que ça a permis de créer, je sais pas moi, en termes d'emploi, Bien ou sûr. tu vois. Bien sûr. Donc, du coup, effectivement, Fairmined aujourd'hui, c'est 10 mines certifiées qui sont principalement en Amérique latine, puisque c'est là-bas que le programme est vraiment né, en Colombie, en Bolivie et au Pérou. On a depuis 3 ans maintenant une mine également en Mongolie, et l'histoire est assez géniale parce qu'on a même une délégation de mineurs de Colombie qui sont allés visiter la mine de Mongolie pour des partages de bonnes pratiques, d'expériences. Enfin, c'était vraiment un moment fabuleux. Donc ça, ce sont les mines qui ont la certification et qui produisent déjà de l'or propre certifié Fairmined, mais on a également une 50aine de mines qui sont notamment en Afrique, qui sont dans le programme et qui sont en cours de transformation. En fait, tout ceci est piloté par une ONG qui s'appelle ARM, Alliance for Responsible Mining, qui est une ONG internationale et qui travaille vraiment pour sensibiliser l'ensemble de la filière, surtout de la filière de minière artisanale de l'or, sur l'ensemble des continents. Ces 10 mines, ça représente 5000 mineurs aujourd'hui et 500 kilos d'or produits par an. C'est petit par rapport à l'échelle de production mondiale. On parle de 1500 tonnes produites par an, donc 500 kilos, c'est vraiment petit pour le moment. Mais ça change au quotidien la vie déjà de 5000 personnes. Voilà. Évidemment, l'objectif, c'est que ça se développe de façon exponentielle. Il faut quand même savoir qu'on parle ici d'une industrie qui concerne 60 millions de personnes. Vous avez 15 000 mineurs artisanaux d'or qui travaillent directement dans la mine et 60 millions de personnes lorsqu'on inclut leur famille directe qui travaillent autour de la mine, dans des conditions qui sont encore assez... mais à l'échelle du monde, cette fois. À l'échelle du monde. Donc Fairmined apporte pour le moment sa petite goutte en fait pour transformer les choses, mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est une histoire qui est très très inspirante pour l'ensemble des autres communautés minières des pays avoisinants, mais également des autres continents qui commencent aussi à s'intéresser à ce sujet. Mais du coup, comment tu expliques le fait que voilà, aujourd'hui c'est tout petit, mais pourquoi, alors je mets un peu les pieds dans le plat, mais sans pour autant, il faut surtout pas avoir une pensée négative, mais c'est pourquoi les gens n'y vont pas en fait, pourquoi les maisons de joaillerie historiques, pourquoi finalement, ma question est peut-être bête, mais pourquoi chaque maison ne se dit pas tiens, on va peut-être essayer de développer au sein de la maison quelques collections. Il y a un certain nombre de maisons et d'acteurs qui se posent ces questions-là depuis quelques temps maintenant. Entre se poser les questions et vraiment faire changer les choses, ça met du temps. Le contexte ici est que la filière joaillère est historiquement très intermédiaire et très morcelé. Donc c'était pas naturel ni même culturel dans le secteur pour un joaillier de se demander d'où venait, enfin ça peut paraître étrange, mais c'était la réalité de se demander d'où venait sa matière. L'or c'est aussi une monnaie. C'est une question qui se posait pas en fait. Enfin, voilà, c'est une matière qui est utilisée dans un certain nombre d'industries, y compris dans l'industrie financière, également dans l'industrie joaillière, qui circule selon une chaîne qui est encore une fois avec beaucoup d'acteurs. Et les joailliers se posaient pas tellement la question, le public non plus. Par ailleurs, c'est très récent en fait que les gens commencent à se dire mais tiens d'ailleurs où s'est fait l'or, d'où ça vient et finalement, qu'est-ce qui se passe en bout de chaîne? C'est des questions qui sont très récentes. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et d'ailleurs, c'est une tendance de fond qui ne concerne pas du tout que le sur l'alimentaire, sur le textile, sur la mode. On a un public, que ce soit le client ou les acteurs, les marques, qui sont beaucoup plus en mutation et de plus en plus conscientes, ou en tout cas de plus en plus en questionnement. Ça reste encore marginal, mais il y a une tendance qui
qui émerge, mais encore une fois qui est récente. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à mon sens, il est que la transformation, là, elle est vraiment venue de Fairmind. C'est du terrain. C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire est aussi belle. C'est du terrain que des solutions ont émergé, se sont mises en place et qui ont été proposées sur le marché. Aujourd'hui, il y a peu d'or certifié Fairmind qui est produit, même si ça double quasiment chaque année. Ah voilà, ça double chaque année. Voilà, même s'il y a une forte croissance, mais par rapport aux besoins des grandes maisons, c'est une petite production. D'accord. Maintenant, c'est ce que dit tout le secteur. Si tous les acteurs joailliers, ou en tout cas beaucoup plus d'acteurs joailliers, se mettaient à demander aux mines, à leurs fournisseurs d'or, de leur fournir de l'or Fairmind, la transformation sur le terrain irait aussi beaucoup plus vite. Tout simplement parce que... c'est la demande qui crée l'offre. Voilà, il faut quand même se dire que dans une communauté minière, l'objectif principal, l'enjeu principal, il est de pouvoir nourrir sa famille à la fin de la journée, et donc il est de pouvoir vendre l'or qu'on produit, entre guillemets, peu importe les conditions dans lesquelles ils sont produites. Le bonus que ça la représente pour les mineurs, parce qu'ils le perçoivent comme ça, qui est de travailler dans des conditions de sécurité décentes, avec un salaire... avec une rémunération qui leur permet de vivre dignement, pour eux, c'est vraiment du bonus. Et ça, évidemment qu'ils ont envie d'aller vers ça, à condition qu'ils puissent vendre leur or. Il n'y aurait rien de pire que de transformer leur méthode et qu'en fait, finalement, comme cet or est un peu plus cher, on va y venir, ils n'arrivent plus à le vendre. Et là, finalement, ils se retrouvent dans une situation qui est plus néfaste. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de joailliers et donc de clients qui demandent cet or responsable. Bien sûr. Cependant, ça met du temps. Pour une maison déjà établie, qui a des processus, qui a des volumes importants, ça met du temps de transformer toute sa chaîne. Bien sûr. L'évolution est passée par l'or. Quid du reste, tu vois, de l'argent, des pierres semi-précieuses, des pierres précieuses, des pierres de couleur, enfin... Il y a beaucoup d'enjeux encore. Donc nous, chez GEM, on a commencé par travailler l'or, encore une fois, parce que c'était là où il y avait le progrès le plus avancé. Donc depuis quelques années maintenant, on propose des collections en or éthique Fairmind. Depuis cette année, c'est tout récent, on a maintenant développé on propose une ligne qui est or et diamant, et on utilise un diamant très innovant lui aussi, avec une histoire différente de celle de l'or, qui est ce qu'on appelle un diamant de culture, ou également un diamant de synthèse. Ce sont des diamants qui sont formés en laboratoire, qui sont de véritables diamants. Il faut bien comprendre ça, c'est ce qui est assez extraordinaire dans cette deux histoire. Diamants côte à côte, un diamant de la mine ou un diamant de laboratoire, je ne les reconnais pas. Enfin, il n'y a pas de différence. Vous ne verrez pas la différence, et même un gémologue au microscope ne verra pas la différence, tout simplement parce que c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que le diamant ? Ça suit le même processus, en fait. Le diamant, en fait, c'est du carbone. Ouais. C'est du carbone pur, 100%, cristallisé. Pour que ce carbone se cristallise et forme un diamant, il faut un certain nombre de conditions extérieures qui se produisent dans les étoiles, qui se produisent dans le cœur de la Terre, qui sont des conditions de haute pression, de haute température, de composition de l'atmosphère. Aujourd'hui, l'homme sait reproduire sous serre quelque part, c'est pour ça qu'on parle aussi de diamant de culture, dans des réacteurs, en laboratoire, sait reproduire ces conditions extrêmes de la nature. Une fois qu'on a reproduit ces conditions, il se passe exactement la même chose que dans la nature. Le carbone se cristallise et produit un diamant brut qui a les mêmes aléas et qui a les mêmes compositions que ceux de la nature. Donc ce sont exactement les mêmes pierres en termes de propriétés physiques, esthétiques, chimiques, optiques. La différence, on ne peut pas dire que ce sont exactement les mêmes pierres, la différence, elle est surtout dans leur histoire. C'est-à-dire que du coup, on a aujourd'hui des diamants qui sont formés aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans un environnement totalement maîtrisé sur le plan social environnemental, et qui sera d'ailleurs tout aussi éternel, qui traversera les siècles après nous, qui présente les mêmes propriétés d'éclat, de dureté, d'inaltérabilité que le diamant de mine. Donc nous, on a choisi chez GEM d'utiliser ce diamant-là, de le proposer pour deux raisons. La première, évidente, elle est sur le fait que c'est le seul sourcing vraiment éthique de diamant que l'on trouve aujourd'hui selon nos critères et nos valeurs. Là, chacun place un peu son curseur où il le souhaite. Mais pour nous, le diamant de mine, il n'existe pas de filière artisanale, équitable et éco-responsable dans le diamant de mine comme on peut l'avoir sur l'or. Et on a choisi chez GEM vraiment de refuser les pratiques actuelles de la filière minière diamantaire. Donc c'est une vraie alternative, ce diamant de culture, qui nous permet d'avoir la beauté, l'éclat et de cette pierre, du diamant, sans avoir les risques associés à l'extraction minière. En termes de prix ?
le deuxième élément que moi je trouve assez beau aussi, mais encore une fois chacun valorise un peu se fait son histoire et son émotion, mais ce diamant c'est aussi une innovation technologique qui fait rêver, qui est assez dingue et qui représente un mariage assez magique du meilleur de la science et du meilleur de la nature. Repéré par Leonardo DiCaprio il y a déjà aussi un certain temps, donc ça te fait un point voilà, commun ça c'est le troisième élément, c'est puisque c'est plébiscité par Leonardo DiCaprio, on adore. Qui est quand même l'emblème de la lutte contre le Blood Diamond et l'emblème glamour du diamant de synthèse, c'est Léo. Et du coup, en termes de prix, de prix, c'est un petit peu moins cher. C'est vrai que c'est aussi un aspect. Un petit peu, c'est-à-dire. Ça dépend du type de pierre dont on parle. Si on est sur de la grande qualité ou de la plus petite qualité, ça va pas être les mêmes écarts. Sur les pierres de belle qualité, on va être à 20% à peu près, 20 à 30% moins cher. Ah oui, quand même. Donc ça fait une bonne différence. Non, c'est pas négligeable. Et alors moi, je voudrais maintenant parler de toi. Oui. Tu vois, en tant que femme entrepreneur. Donc on s'est rencontrés il y a un certain temps maintenant et honnêtement tu m'as épatée parce que tu as relevé un challenge compliqué qui était de reprendre une sorte de marque endormie, je pense que c'était il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas de design, il y avait juste une sorte de marque qui vivait et tu as relevé ce challenge de te dire allons-y, j'y vais. En parallèle tu as eu un bébé la même année en fait où tu t'es décidé à te lancer dans l'aventure de GEM. Est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est-à-dire comment as-tu relevé tous ces challenges et d'abord comment tu vas en fait? Super bien, très très bien. Surtout depuis que j'ai effectivement repris cette marque et eu mon bébé, les deux en même temps et c'est absolument fabuleux. Si je reprends un tout petit peu d'historique avant ça, si tu veux bien. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui m'a amené sur cette filière Fairmined ou sur la bijouterie en tant qu'entrepreneur social. En fait, moi, mon histoire, donc j'ai une formation classique dans le business, je suis diplômée HEC. En sortant d'HEC, j'ai travaillé pendant quelques années dans un cabinet de conseil en stratégie, donc j'étais très formatée, si on peut dire, capitalisme économique, business first, voilà. Mais j'ai toujours eu au fond de moi, depuis petite, on n'explique pas tout, mais et je l'ai vraiment cultivé lors de mes études. J'ai toujours eu cette envie d'avoir un rôle qui me parle, qui a du sens, mais d'avoir un rôle très concret dans la construction de la société, pas que économique, mais du système social dans lequel on évolue, on vit, et puis d'apporter ma pierre aussi à la construction du monde de demain, à mon niveau. Et c'est ça je me suis très vite passionnée par plein d'histoires d'entrepreneurs sociaux qui cherchaient justement ce nouveau business model. Il y a 10 ans, ça avait beaucoup moins le vent en poupe qu'aujourd'hui, mais j'ai fait un certain nombre de rencontres d'entrepreneurs passionnants comme Tristan Lecomte qui a fondé Alter Eco, qui est le premier à avoir réconcilié le monde de la distribution, du marketing et celui de l'équitable, comme des tas de gens inspirants comme Sébastien Cobb qui a fondé Veja ou l'histoire de Patagonia. Et je trouvais que ces initiatives étaient incroyables. Et parce qu'elle mêlait un vrai pragmatisme. On peut avoir envie de changer le monde radicalement, on peut avoir un engagement politique, voilà. Mais il y a aussi le pragmatisme dans le monde d'aujourd'hui, économique dans lequel on est, comment on peut réinventer un peu le business model de l'entreprise pour qu'il n'ait pas qu'un rôle financier, mais qu'il ait aussi un rôle sociétal. Et comment on peut mêler ces deux mondes. Et moi, ça me fascinait, ça. Donc, ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est que il y a plein de secteurs différents. Bon, moi, j'étais un peu assez naturellement tournée vers le secteur en fait de la mode ou du luxe, mais surtout des marques. Ce qui m'intéressait, c'était de me rendre compte que les marques sont des vraies personnalités, ont une influence très forte sur les valeurs qu'elles véhiculent et sur les modes de vie, les modes de consommation. Il y a un certain nombre de marques avec un modèle fast fashion qui ont complètement changé la façon dont on consomme le vêtement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on consomme 10 fois plus de vêtements que nos parents. Il y a d'autres marques qui, au contraire, je pense, peuvent avoir un rôle de changement de mode encore une fois, de mode de vie et un rôle d'influence très positif. Voilà, et moi j'ai évolué un petit peu là-dedans, et là j'ai rencontré par hasard l'histoire de Laure Éthique, de Laure Fairmined, et je me suis dit c'est absolument fabuleux parce que là il y a vraiment des choses à faire et à transformer dans un secteur qui inspire, le bijou, le luxe, le précieux, c'est le secteur du beau. Et en plus j'ai une solution très concrète, Fairmined, c'est pas juste je vais pointer du doigt ce qui va pas dans le secteur, c'est là on a une solution, donnons-lui de la visibilité.
Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait une marque qui existait déjà, qui s'appelait J'aime, qui avait été lancée en 2010 avec une ou deux premières petites collections avec ce concept d'or éthique et qui avait été mise que j'ai découverte, que j'ai côtoyé un petit peu. Puis cette marque, elle avait été mise en sommeil pour plein de raisons entrepreneuriales, ça c'est un autre sujet. Et donc il y a 3 ans, j'ai décidé donc elle n'existait plus tellement, j'ai décidé de la reprendre. Et de la repenser complètement, de pousser beaucoup plus loin son positionnement, son concept, et aussi l'expérience et le discours qu'on avait envie, la relation qu'on avait envie d'avoir avec nos clients, et de la relancer. Et ça, c'était en mai 2016, et effectivement, j'ai eu mon premier enfant en juillet 2016. Donc tout ça a été un petit peu en même temps, et je pense que... ça t'a aidé ? Ouais. C'est ce que j'allais dire, en fait. Tu me demandais, puis on me demande souvent, mais comment t'as fait pour mener les deux de front ? En fait, je pense que je me suis énormément nourrie de ces deux événements très forts dans ma vie à ce moment-là, et que ça m'a donné une énergie de dingue des deux côtés. J'ai eu de la chance, mais j'ai adoré être enceinte. J'avais une énergie folle à ce moment-là. Je me sentais toute puissante. J'ai l'impression qu'il pouvait m'arriver que de belles choses, et ça a été le cas. Et j'ai adoré cette expérience de reconstruire une marque qui avait un bon concept, mais qui avait plein de potentiel et qui n'était pas exploité, et de le repenser de fond en comble. Et en fait, c'est un peu une expérience créatrice des deux côtés qui a été parallèle. Et moi, je crois beaucoup c'est peut-être un peu galvaudé, mais dans ma vie, ça marche. Au mantra, quand on veut, on peut. Il y a la question de la volonté est souvent assez autoréalisatrice. Si on a confiance et qu'on pense qu'on peut le faire, on trouve les ressources, on trouve les moyens. Et la ténacité, j'ajouterais, parce que tu es quelqu'un de très ténace quand même. Ça va avec la volonté, effectivement. Mais du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concret à des entrepreneurs, tu vois, qui veulent se diriger dans le secteur, on va dire, du bien commun. Il y a tellement de termes aujourd'hui que ça peut être social business, enfin peu importe, mais je pense qu'à terme, ça prendra le pas sur le reste. Mais non pas seulement dans une vocation de changer le monde, d'être un petit peu... d'avoir une vision angélique des choses, mais plus dans une optique de pérennité, de rentabilité, tu vois. Parce que là, je sens qu'il y a un discours qui est en train de changer, où on passe de l'illusion au concret. On l'a vu notamment, je replace, mais avec Nicolas Hazard, tu vois, qui a une optique justement de business et de sens confondus. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils à donner ? Ça peut être aussi sur la manière dont tu t'es financé, la manière dont tu as levé des fonds. Quelle est l'approche la plus pragmatique à avoir aujourd'hui quand on veut lancer un business là-dedans ? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de jamais perdre de vue son objectif initial, qui est si tel est l'objectif dont on parle là, c'est-à-dire de monter un business qui a du sens. Ça peut vouloir dire plein de choses qui a du sens, mais que ce soit dans l'environnemental, dans le social, dans le service, dans tas de choses. En tout cas, on veut monter un business qui a du sens et quelle est l'ambition qu'on se fixe à côté. Si c'est d'avoir une entreprise autofinancée, on peut avoir d'autres modèles qui sont des associations, qui sont des fondations, il peut y avoir plein de choses, mais si on est dans l'entreprise autofinancée, autonome, rentable, pérenne, il faut bien avoir en tête dès le début que ces deux objectifs-là, donc le sens et le modèle économique qu'on s'est fixé, vont toujours de pair, et de jamais laisser un objectif prendre le pas sur l'autre. Ça marche dans les deux sens, en fait. Je pense que c'est vraiment important, c'est de se dire, il ne faut pas, en grandissant ou en construisant mon entreprise, parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de difficultés, que je perde de vue mon objectif social ou éthique ou de sens du démarrage. Et à l'inverse, par conviction et par engagement, ne pas perdre de vue non plus l'objectif économique. Moi, tous les jours, parce que le quotidien de l'entrepreneuriat, c'est d'abord beaucoup d'opérationnel. Tous les jours dans mon métier, qui est en fait un métier de créateur de bijoux et de communication et de commercialisation de lignes de bijoux, éthiques, mais d'abord de lignes de bijoux. Sûr. Tous les jours, je me dis, dans ce qu'on fait, avec l'équipe, on se dit, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, si c'était pas éthique, ça marcherait ? L'éthique n'est pas un argument de vente en tant que tel. C'est important ce que tu dis. Ouais. C'est les valeurs de notre marque, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du lien qu'on a avec nos clients, c'est nos engagements en tant que joaillier et en tant qu'acteur économique et professionnel. En fait. Mais quand je fais un design, quand je fais une photo, quand je négocie un contrat avec un point de vente, j'ai plus l'éthique en tête. C'est mon modèle économique qu'on a choisi qui prime. Je pense que ça, c'est important, parce que si
le concept, il marche indépendamment de l'engagement. Avec l'engagement, il cartonne, c'est obligé. Ça apporte forcément une valeur ajoutée supplémentaire. Et deuxième conseil, ce serait, mais ça va avec, mais c'est effectivement beaucoup de persévérance et de ténacité. On fait les choses, l'entrepreneuriat en général, mais encore plus quand on est dans l'entrepreneuriat engagé, on fait justement les choses par engagement, par conviction et par passion. Et il faut se faire confiance là-dessus aussi. Pour être convaincant, il faut être convaincu et faire en sorte que tu portes un projet plus qu'une démarche marketing ou voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui seront vraiment habités et qui porteront un engagement ferraillé au corps, qui avanceront. Il faut qu'il soit. Moi, je pense qu'en tout cas, il est beaucoup plus fort lorsqu'il est vraiment authentique, sincère. Ouais. Et ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur le secteur de la joaillerie. Tu vois, en France, comment ça se porte, qu'est-ce qui se passe, quels sont les qu'est-ce que tu ressens, toi, sur ce secteur-là ? Si on parle du bijou précieux, donc en matière précieuse, plutôt bijoux de luxe, donc du secteur de la joaillerie, c'est un marché qui, historiquement, est en France, si on commence par le marché français, historiquement assez dominé par deux grands types d'acteurs. Je parlais un peu économique, là, mais vous avez d'un côté les grandes maisons de joaillerie, qu'on peut peut-être résumer sous le terme la place Vendôme, et annexes, et de l'autre côté un grand nombre de qu'on appelle de joailliers de quartier, dans le sens de boutiques, de bijouterie ou de joaillerie, de villes, qui ont une relation très de proximité avec leur voisinage et avec leur clientèle, et qui souvent d'ailleurs proposent des créations qui ne sont pas des créations de marque. Bon, cette partie du secteur-là va pas très bien depuis une dizaine d'années. Il y a une concurrence très très forte du bijou asiatique. Toute la partie non brandée est difficile, mais c'est un autre sujet. Les marques de joaillerie, il se passe des choses très intéressantes pour le coup, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, de nouveaux entrants, de nouvelles marques qui se créent, qui se montent, parce qu'il y a un besoin ou une envie, en tout cas, aussi bien des designers créateurs que des clients, de proposer autre chose que la fameuse place Vendôme, qui est bien sûr, qui est par plein d'aspects merveilleuse, qui fait rêver, qui a une histoire patrimoniale incroyable, et qui est pour la plupart dans le savoir-faire de la haute joaillerie. Donc on a la chance d'avoir ces métiers d'art là en France, et c'est merveilleux. Mais il y a une expérience et une offre qui est parfois un peu galvaudée aussi, ou un peu classique ou traditionnelle, et qu'il y a envie d'autre chose. Donc il y a un certain nombre de jeunes créateurs qui lancent leur propre label, et qui proposent des créations, mais aussi des expériences différentes. Et donc c'est intéressant, parce que c'est assez foisonnant, ça donne de l'énergie, ça donne du dynamisme. Ça dérange un peu les codes du luxe au sens global. C'est un peu le but de toutes ces initiatives-là. Et quels sont les développements de GEM à venir ? Là, on a beaucoup de nouveautés déjà cette année qui viennent d'être amorcées. J'en ai parlé, mais le lancement de notre ligne Diamant est quand même une grande étape pour le développement de notre maison. On a bien sûr envie, pour l'instant, on a une ligne avec diamant de culture assez courte, qui est une forme octogonale empierrée de diamants. On a évidemment envie de proposer des bagues de fiançailles et de développer toute cette gamme de diamants autour du solitaire, qui est un des bijoux symboliques forts. On a envie de faire ça l'année prochaine, bien sûr. On en propose déjà quelques-uns, mais de développer cet axe-là. On vient aussi d'ouvrir notre boutique il y a quelques mois dans le 1er arrondissement à Paris. Loin de la place Vendôme. Pas très loin de la place Vendôme, dans le quartier Saint-Honoré, qui est donc au 10 rue d'Alger, qui est un très bel écrin. Très belle boutique. Et on est sur place, d'ailleurs, ça c'est assez formidable. On a toute l'équipe qui travaille vraiment sur l'annexe. Donc c'est à la fois une boutique, mais c'est notre maison. Hein. Donc on fait beaucoup d'événementiels aussi dans cet endroit. Donc c'est un projet qui vient de démarrer, mais qui va être animé sur les années qui viennent. Et puis voilà, la prochaine étape, c'est d'aller toucher un peu l'international. Écoute, je te le souhaite. Est-ce que tu aurais un message à faire passer, ou est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose voilà. Moi, je suis quelqu'un de naturellement très positive. Pas naïve, mais très positive. J'ai plus envie de parler de choses inspirantes que de choses qui me préoccupent, même si évidemment il y a beaucoup de sujets en amont de ça, mais il y a un mouvement très fort quand même qui est en train de s'accélérer, que je perçois depuis 6 mois
même peut-être même depuis 2-3 mois, par exemple à Paris. Il y a une accélération moi, ça fait 8 récente. ans que dans le milieu de la mode et du luxe, engagé, la mode éthique, des démarches éco-responsables, il y a plein d'autres secteurs, hein, mais si déjà on se concentre sur celui qui m'entoure, qui est celui de la mode et du luxe, ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Il y a des tas d'initiatives depuis longtemps qui sont très belles. Il y a des gens très actifs qui font des belles choses, mais la résonance qui est en train de s'accélère cette année. Et je trouve ça extrêmement encourageant, extrêmement positif. Alors on va dire oui, mais c'est encore marginal, oui, mais entre ce qu'on dit et le passage à l'acte, est-ce que le consommateur change vraiment, est-ce que les marques changent vraiment? Moi je suis en ce moment beaucoup interviewée aussi sur le greenwashing, sur on peut toujours trouver des tas d'aspects, de suspicion, bien sûr. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif et j'ai envie d'encourager tout le monde vers ce mouvement, et je voudrais que ça donne de l'énergie et que ça galvanise plus que ça ne fasse peur, parce qu'on entend aussi le corollaire de tous ces sujets qui font surface, c'est qu'il y a si on prend le sujet de l'écologie, par exemple, il y a quand même une terreur qui se met un peu en place sur un certain nombre de sujets. Je veux pas les dénaturer. Mais le catastrophisme, il paraît que c'est pas la bonne solution. Voilà, je veux pas les dénaturer. Il y a des enjeux très importants et très graves, bien sûr. Mais j'encourage tout le monde à mettre la main à la pâte aussi, à agir chacun à son niveau, à pas se dire ça servira à rien, ça suffit pas. Ça servira à rien si effectivement il n'y a pas des gros mouvements politiques notamment qui se mettent en place, mais pour les amorcer, ça commence chacun par un petit peu de nous, et je trouve qu'on doit tous s'encourager, s'inspirer les uns les autres. Je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, tu me demandais un peu auparavant si j'avais un coup de cœur, ou j'en ai plein, hein, mais là ça me fait penser, j'avais pas prévu de parler de celui-là, mais c'est pas grave, ça me fait penser à ça. Typiquement, il y a une émission qui s'appelle Ça commence par moi, qui est tenue par Julien Vidal, qui est un garçon très inspirant pour le coup, et je trouve l'initiative géniale parce que ça donne des solutions très concrètes. Donc c'est une émission, Julien il a pendant 365 jours mis en œuvre dans sa vie, et c'est une expérience réelle, concrète, il a mis en œuvre une nouvelle action pour le bien du climat ou de l'environnement ou du social, une nouvelle action chaque jour, avec des choses très engageantes, des petites choses. Il en a fait un livre, et aujourd'hui il a une émission qui s'appelle Ça commence par nous. D'ailleurs il y en a eu une sur la joaillerie éthique. Exact. Et il donne des bouts de solutions, il donne des exemples, il donne des concrètes, et l'idée c'est que chacun dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour participer à ce mouvement de construction d'un monde plus juste et plus respectueux. Et je trouve qu'il ne faut pas dénaturer, au contraire, ces initiatives-là. Je trouve ça extrêmement efficace, parce que ça fédère. Mais c'est sûr. Et voilà. Et je trouve que son émission est formidable, donc écoutez-la. Écoute Dorothée, merci beaucoup. J'étais ravie de t'avoir sur ce podcast, et puis très bonne chance et une belle continuation. Merci Estelle. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter, me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.